Alors, bonjour Alexandre Chenette, tu Bonjour. vis au Québec. Donc, une première question en amont de ce salon citoyen. Pourquoi parler des usages du numérique à l'école? Parce que l'école, on forme des citoyens, puis maintenant, on dit qu'on vit à l'ère du numérique, là, c'est rendu partout, omniprésent. Ce serait vraiment se fermer les yeux, je pense, de faire comme si le numérique n'existait pas, puis qu'il n'était pas présent et agissant dans nos vies quotidiennement. Autant, c'est le cas pour les enseignants aussi, pour les élèves depuis leur naissance. Ils sont nés là-dedans, donc ce serait vraiment, ben, selon moi, ce serait assez aberrant de ne pas le faire, là. Ce serait vraiment comme si l'école était un lieu distinct de la société, alors qu'au contraire, c'est un berceau de la société. On forme des citoyens, donc c'est essentiel et majeur de le faire. Puis, il faut que le plus tôt possible, les jeunes soient conscients aussi de tous les enjeux que le numérique soulève, puis de comprendre tous les mécanismes. Exactement. Alors, tu parles d'enjeux, mais justement, on pourrait dire, mais les jeunes, ils connaissent pas mieux le numérique que nous, finalement. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on a à leur apprendre? Oui, souvent, ben, les générations plus âgées, ils pensent que parce qu'ils ont vu leurs petits-enfants manipuler l'iPad super bien puis qu'ils connaissent tout comme ça, mais oui, ils sont peut-être majoritairement plus habiles avec l'outil, mais il faut aller au-delà de ça, là. S'il n'y a pas d'éducation, puis il n'y a pas de formation, là, dans le fond, il y en a plein qui ne savent pas comment l'utiliser, puis ils ne connaissent pas ces enjeux-là, justement. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils connaissent le numérique parce ils ont baigné dedans depuis tout le temps, là. Donc, ils sont habitués avec les outils. Peut-être qu'ils ont plus de facilité d'agilité, mais pour ce qui est de la réflexion, puis la pensée critique, puis le développement de tout ça, c'est quelque chose qui se construit là, avec le temps. Puis même qu'un un sondage, je travaille beaucoup avec la notion aussi du développement du complotisme, puis les fausses nouvelles, la désinformation et tout. Puis, on pourrait croire que c'est vraiment plus les personnes âgées, puis c'est ce que mes élèves me disaient aussi, c'est nos matantes, c'est nos mononcles qui partagent des fausses nouvelles. Mais là, les sondages de cette année nous montrent que les 18-35 ans sont le chiffre le plus élevé, c'est chez les 18-35 ans. Donc, c'est pas parce que Ah oui? tu as connu le Ah oui. numérique ou que tu n'es pas susceptible de partager des fausses nouvelles, puis d'embarquer là-dedans. Donc, Ouais. c'est ça. On pourrait croire qu'ils sont plus habiles avec le numérique, mais pas dans tout ce qui est le développement de la citoyenneté à l'heure du numérique. Voilà, ils sont. Bon, il y a une expression que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est qu'ils sont natifs, mais parfois peut-être un peu naïfs sur le numérique. Voilà. Puis, mais ils ont cette ouverture, par exemple, là, pour avec eux, c'est plus facile de développer la citoyenneté à l'ère du numérique avec des jeunes parce que leur cerveau est en activité, puis ils sont comme, c'est ça, ils ont un cerveau vraiment agile, puis ils sont à l'écoute, puis, tu sais, ils veulent pas se faire tromper sur Internet. Tu sais, ils sont contents de l'apprendre puis de travailler ces questions-là. Tu sais, il n'y a pas de Oui, résistance comme on peut oui, voir pour oui. des adultes ou qui ont moins connu puis ils sont développés à un moment où ça, c'était pas là puis se sentent vraiment comme ils reçoivent la vague puis dépassés par l'ampleur du phénomène. Oui, Donc ça, oui, ils ont. c'est moins présent ça, chez les jeunes. Les autres sont comme, ben oui, tu sais, ça a toujours été comme ça. Puis la rapidité auquel ça se construit, ils ont plus Ouais, d'agilité intellectuelle ouais, face à ouais. ça. Ce serait ça la distinction, selon moi, Ouais, entre les jeunes. ça c'est intéressant à rappeler. Ouais, c'est que peut-être les plus âgés, ils auraient tendance à juste faire barrière et à dire, OK, non mais moi j'ai plus le temps, je suis trop âgé pour ça. Alors que les C'est jeunes, ben, c'est ça, ça va trop vite. Tu sais, ils essaient de se former, puis c'est déjà dépassé. Puis c'est ça, ils ont peut-être cette agilité-là, puis c'est inquiétant, puis je le comprends tout à fait. Alors que, tu sais, avec des jeunes, tu as plus l'impression qu'ils embarquent, là. Tu sais, puis, ouais, ils ouais, ont- ouais, 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 ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment toi tu interviens au sein du récit? Alors, rappelle-moi ce que veut dire récit. Oui, Réseau, réseau, éducation, collaboration, innovation, technologie. voilà. C'est un réseau qui est financé par le ministère de l'Éducation du Québec, mais qui est à toute l'échelle. Puis, il y a des récits qu'on appelle locaux, qui sont dans les centres de services scolaires, donc dans les différentes régions du Québec, qui sont des répondants de premier ordre directement aux enseignants, aux conseillers pédagogiques pour l'intégration du numérique en éducation, ce qu'on appelle le pédago numérique. Mhm. Puis, il y a un service qui est national, duquel je fais partie, qui développe pour le Québec au complet, dans le fond. Donc, on outille les récits locaux. Donc, ce qui est le fun, c'est une espèce d'architecture qui nous permet d'être
à l'échelle complète du Québec. Puis, c'est surtout fondé sur la collaboration puis l'intelligence collective, là. Donc, on est tout le temps en contact entre nous, ce que les bons cours, on les transfère. Puis donc, c'est vraiment ça. Puis la force, c'est le réseau et l'agilité aussi qu'on peut avoir là, donc dans nos fonctions. Ça nous permet de répondre aux besoins instantanément puis de profiter de l'expertise de tout le monde, là. Fait que je suis vraiment choyé d'avoir rejoint cette gang-là du récit, là. Donc, on est rendu plus de 200 conseillers pédagogiques, pédago-numériques là, au Québec. Fait que, D'accord. voilà. Et vous êtes combien, l'équipe centrale? Les nationaux, avec la pandémie, ça a grossi aussi. Je crois qu'on est autour de on a hâte de passer de 60 conseillers nationaux maintenant, parce qu'il y a plein de nouveaux services qui ont ouvert, entre autres le service des gestionnaires scolaires. Mon collègue Benoît Petit, avec lequel il travaille, avec toute la structure. Il y a le service de la formation à distance aussi qui s'est développé énormément dans les dernières années. Donc, on couvre aussi la FGA, la formation aux adultes, formation professionnelle. Donc, ça n'arrête pas de grossir. Puis, le modèle, vu qu'il est efficace et est apprécié, ben, ça devient de plus en plus répandu. Puis les gens nous connaissent de plus en plus, puis ils se tournent. Ce qui est intéressant, je pense, pour les profs, c'est vraiment que nos ressources sont de qualité, validées, programmes en lien avec le programme de formation de l'École québécoise, sont libres de droit, dans le fond. Là, sont créés en libre, donc là, ils peuvent reprendre, ils savent que c'est valide et que c'est super apprécié. On plaît aussi à la recherche parce que les autres ont beaucoup de difficultés, le monde académique, de mettre le pied dans la classe, c'est vraiment plus difficile. Là, il y a quand même une bonne distinction. Donc là, on est vraiment un bon intermédiaire là, parce qu'on est des profs, puis on connaît les milieux, puis on y va, nous autres, expérimenter des trucs directement. Donc, ça permet comme ça de valider, puis c'est le fun parce que les praticiens n'ont pas toujours le temps de se coller sur la recherche. En fait, ils n'ont pas le temps. Les profs, on est déjà débordés. Donc là, d'avoir les conseillers du récit comme ça qui permet de faire le lien, c'est vraiment efficace. Fait que, ouais, une belle organisation. En effet, oui, ça m'a l'air assez impressionnant. J'aimerais bien prendre un exemple que j'ai pu consulter récemment d'un atelier sur l'intelligence artificielle que je crois que tu as participé à créer avec une association partenaire qui s'appelle Kids Code Jeunesse. Kids Code Jeunesse, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux, cet atelier en fait montre les enjeux sociétaux de l'intelligence artificielle. En fait, tu n'as pas précisé que toi, ton point de vue, c'est notamment les enjeux éthiques et philosophiques. Oui. Et donc, c'est un atelier que j'ai consulté qui est très intéressant pour aider les élèves à s'interroger. Comment est-ce que typiquement ce genre d'atelier va être exploité ensuite? Enfin, est-ce que vous le présentez aux enseignants, vous le présentez aux responsables des récits locaux qui, eux, le présentent aux enseignants? Comment est-ce que ce genre de support va être exploité? Pour l'atelier Kids Code Jeunesse, dans le fond, c'est un organisme avec lequel on collabore, qui, eux, offrent directement les ateliers soit aux profs. Ils regroupent plusieurs enseignants qui, eux, veulent le faire après ça à leur manière. Donc, ils vont leur montrer, leur donner des trucs, puis ils peuvent le faire dans leur classe. Mais des fois, ils vont l'offrir aussi directement aux élèves. Donc, les enseignants peuvent, surtout à distance, c'est encore plus facile là, de faire plusieurs écoles par jour. Donc, c'est souvent qu'ils vont donner l'atelier aux élèves en soi. Puis des fois, c'est alterné aussi. Ils vont donner une portion, puis là, il y a une pause où les élèves travaillent avec le prof sur un truc. Ils vont revenir en grand groupe. Nous, pourquoi on les a contactés, c'est que pour que ce soit plus payant, parce que selon nous, une période de 60 minutes, c'est super parce que ça ouvre le dialogue, mais c'est encore plus riche quand ça se poursuit, puis vraiment, on développe des apprentissages en lien avec ça, sinon, ça devient un peu frontal. Donc, nous, on crée des activités d'apprentissage, dans le fond, que les profs peuvent faire une fois que Kids Code Jeunesse a fait l'intervention ou l'enseignant, le prof, on fait la première partie, bien, ils peuvent vraiment travailler, mettre les élèves en action avec des activités d'apprentissage. Comme là, on vient de sortir Il y a de l'avenir, où ils réfléchissent, dans le fond,
ils créent leur compagnie, puis chaque personne dans l'équipe représente, par exemple, le patronat, le syndicat, puis il arrive des événements en lien avec le développement de l'intelligence artificielle, puis là, ils doivent dialoguer, délibérer, prendre des décisions sur s'ils adhèrent ou pas, puis pourquoi, puis nuancer les choses. Donc, on essaie de les faire réfléchir là, sur le présent aussi, sur le présent de l'intelligence artificielle et les enjeux à venir, parce que c'est le monde du travail qui les attend. Fait que c'est sûr que les autres qui embarquent à fond parce qu'ils vont comme OK, là, on fait vraiment quelque chose qui nous sert, là, qui va nous servir, puis qui nous touche directement. Là. Donc, ouais. Donc, voilà. Donc, mais ce qu'on fait, nous, les ateliers, souvent, on va former les conseillers pédagogiques, les profs, beaucoup les enseignants. La chance au Québec, c'est qu'on a beaucoup de congrès d'organismes, de congrès à travers l'année, là, qu'on peut parler aux profs directement, puis les profs peuvent nous parler. C'est ça aussi qui est hot au récit, c'est vraiment le contact direct. Là, ils savent qu'ils peuvent nous rejoindre, nous écrire par courriel, mais sur Facebook, sur Twitter, on répond super vite. Fait qu'il y a ce dialogue-là entre les profs. On envoie sur nos réseaux nos activités, ils nous donnent leur rétroaction, on corrige, on aligne, on va le tester en classe. Les élèves nous disent qu'est-ce qui marche moins bien, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Fait que c'est ça, quand je reviens à l'agilité, là, il y a des organismes que c'est long, tu essaies quelque chose, puis même si tu voulais le corriger puis le retravailler, ça prendrait une éternité, puis tu n'as pas le financement, tandis que nous, c'est ça peut être un aller-retour constant. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Oui, j'avais pas compris que cet atelier était même donné par Kids Code Jeunesse parce que moi, j'avais l'impression qu'ils étaient très axés atelier sur la création d'algorithmes, de robotique. Donc, je savais même pas que c'était un atelier que Kids Code Jeunesse pouvait donner directement. Mais vous avez raison, au départ, c'était un organisme vraiment qui apprenait à coder aux jeunes. Puis là, ils ont rajouté cette notion-là à travers les années des enjeux éthiques. Fait qu'on est vraiment emballé de ça parce que nous, c'est ce qu'on aime combiner. Dans le fond, on n'est pas pro-numérique, on n'est pas anti, on ne démonise pas le numérique non plus. Donc, on veut les utiliser parce que le récit aussi accompagne dans l'intégration du numérique en classe aussi avec la robotique, le codage, tout ça, ça fait partie de nos expertises, la réalité virtuelle, parce que c'est sûr que le développement de la littératie numérique est essentiel aussi. Là. Je pense que c'est handicapant là, si on fait abstraction du numérique, là, puis on n'en parle pas de tout le parcours scolaire, puis tu arrives c'est quasi impossible maintenant un emploi qui n'a aucun lien avec le numérique. Là. Donc, tout ça, pour nous, ça se développe en symbiose simultanément, puis on construit des citoyens. Puis nous autres, c'est vraiment dans l'autonomisation, qui est notre traduction de empowerment. Là. Dans le fond, c'est de redonner du pouvoir d'action aux citoyens, aux jeunes, pour qu'ils prennent leurs décisions. C'est plus périn quand ça vient d'eux que quand c'est imposé par le parent, par la direction. Voilà. Bien sûr. Et alors, pour conclure, là, tu me parles d'enseignants avec qui tu es en relation. Je ne sais pas quelle proportion des enseignants ça va représenter, mais est-ce que tu peux parler des éventuelles difficultés du récit, notamment en termes d'adoption du numérique par une partie des enseignants? Oui, c'est un défi dans le fond. C'est ceux que les équipes écoles souvent appellent les résistants. Donc, ceux qui, l'école en bac se lance, puis il y en a qui sont plus, c'est ça. Puis, il aime mieux faire comme il faisait il y a 15 ans. Mon collègue Benoît Petit travaille à des ateliers justement sur comment composer avec la résistance. Puis, c'est vraiment intéressant comment il traite. Puis, il fait réaliser à quel point tu auras beau dialoguer ou argumenter, c'est vraiment dans le ressenti, dans l'affectif. Il y a une part d'affectif qui est très importante là-dedans, de se mettre à l'écoute, d'arrêter de les appeler les résistants déjà, d'aller à l'écoute de leur réalité, puis de leurs besoins, puis de penser comme ça, c'est vraiment plus gagnant pour, c'est ça, donc de ne pas se les opposer ou les dénigrer ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit l'approche à prendre. Mais c'est sûr que là, dans les équipes scolaires, il va toujours avoir une ou deux personnes qui sont moins comme allons-y à fond, donc ou par peur parfois, il y a toujours plein d'excuses, pas d'excuses, mais de réalités différentes, puis il faut accepter ça. C'est de moins en moins le cas, évidemment, avec les années qui passent, puis les gens, même ceux qui auraient été considérés résistants il y a 5 ans, réalisent avec les nouvelles, la pandémie, qu'est-ce qui se passe, ils comprennent l'importance de le faire, même si ce n'est pas nécessairement
de bonne aloi, c'est pas ce qui les intéresse, ils Mm. réalisent l'importance de le faire pour la prochaine génération. Puis ils voient aller leurs élèves aussi. Là, donc, Ouais, ouais. ils savent dans quel monde ils vivent, puis leur réalité, puis ils réalisent l'importance de. Si tu mets les défis, sinon on manque de temps. On voudrait en faire plus tout le temps. Le défi, c'est les 24 heures par jour. Oui, bah ça, c'est vrai que ça arrive relativement souvent dans les organisations, mais là, je comprends le défi, en effet, oui. Surtout pour accompagner les enseignants mieux et plus, parce que c'est quand même... Oui, puis semaine après semaine, il y a de plus en plus de gens qui embarquent. On est super heureux, on est emballés, c'est fantastique. Évidemment, il y a de plus en plus de gens, mais nous, on fournit pas la demande, mais c'est cool parce qu'on a plein d'alliés, tu sais, puis que les gens, quand ils comprennent le paradigme, comprennent comment ça marche, puis là, c'est ça, là, notre mot d'ordre maintenant, c'est l'affaire de tous, là, la citoyenneté à l'ère du numérique. Là.